C'est une pensée qui fait froid dans le dos quand même. L'idée que la famille, l'endroit où on attend sécurité et soutien, puisse être un lieu de manipulation psychologique. Oui, de dynamiques vraiment invisibles, mais qui peuvent marquer une vie entière profondément. Absolument. Aujourd'hui, on va explorer un sujet particulièrement sensible, la perversion narcissique, mais spécifiquement dans la relation parent-enfant. C'est ça. On ne parle pas des disputes classiques, mais de schémas bien plus destructeurs, souvent très subtils. Tout à fait. Et l'objectif, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne. C'est un mélange assez toxique entre un besoin maladif d'admiration chez le parent et, il faut le dire, une volonté parfois consciente de nuire, de dévaloriser l'enfant. Consciente, vous dites. Souvent, oui. Même si c'est masqué, rationalisé. Le parent sent bien qu'il fait du mal, mais ça sert son propre équilibre narcissique en quelque sorte. D'accord. Et il faut insister sur la vulnérabilité de l'enfant dans cette situation. Il est dépendant, totalement. Complètement. Et puis, ce qu'il vit, c'est sa normalité. Difficile de voir que quelque chose cloche. Et ce conflit de loyauté terrible, comment ne pas aimer son parent ? Même celui qui fait souffrir. C'est un piège terrible. Un premier type de manœuvre qu'on voit souvent, c'est le contrôle excessif. Mais déguisé, déguisé en règle éducative. Ah oui, donnez-nous un exemple. Le parent qui va imposer une règle très stricte, arbitraire, genre l'heure de lecture fixée à la minute près. Pas une minute de plus, pas une de moins. Mais le but caché, ce n'est pas le bien de l'enfant. C'est juste d'asseoir son autorité. Exactement. C'est pour montrer qui commande. La règle est vidée de son sens éducatif. Elle devient un pur outil de domination. Et l'impact sur l'enfant alors qu'est-ce que ça lui apprend ? Ça lui apprend surtout à se soumettre, à renoncer à ses propres désirs pour éviter le conflit, ou pour essayer d'obtenir une miette d'affection, une forme d'approbation. Le risque, bien sûr, c'est qu'il intègre ce schéma, qu'il le reproduise plus tard. Il n'apprend pas à s'affirmer sainement, quoi. Et il y a une autre tactique qui me semble encore plus perverse, peut-être, c'est quand le parent suscite un désir très fort chez l'enfant pour ensuite le décevoir. Pas complètement, mais presque. Le cadeau qui est presque ce qu'il voulait, la sortie presque réussie. C'est ça. C'est la technique de la douche écossaise émotionnelle en quelque sorte. Une frustration constante. Et le pire, c'est la double peine. C'est-à-dire ? Si l'enfant ose montrer sa déception, même légitime, il se fait traiter de capricieux, d'éternel insatisfait. Tu n'es jamais content. Voilà. Du coup, l'enfant apprend quoi ? Que ses désirs à lui ne sont pas valables, pas importants, voire qu'ils sont mauvais. Ça crée une confusion énorme sur ce qu'il a le droit de vouloir, de ressentir. C'est terrible. Et parfois, ça va encore plus loin, avec de la jalousie de la part du parent. Un parent qui sabote la vie de son enfant. Oui, malheureusement. La jalousie parentale existe. Ça peut viser la réussite scolaire, sociale, et très souvent la vie amoureuse de l'enfant devenu jeune adulte. Mais comment ? Sous quel prétexte ? Souvent sous couvert de fausse bienveillance, de bons conseils, qui sont en fait destructeurs. L'exemple typique, c'est la mère qui, après une rupture de sa fille, lui dit « Tu vois, je te l'avais bien dit, de toute façon, tu finiras vieille fille. » Oh là là. C'est une prophétie autoréalisatrice terrible. L'impact est dévastateur. C'est une double trahison. Le parent, qui devrait être un soutien, devient un obstacle, voire un ennemi. Ça mine complètement l'estime de soi, j'imagine. Évidemment. Et parfois, derrière ça, il y a ce que certains appellent une dynamique incestuelle. Attention, on parle ici d'emprise psychique, émotionnelle, pas d'abus physique. C'est le parent qui refuse, plus ou moins consciemment, que l'enfant devienne autonome, qu'il se sépare psychiquement de lui. Il veut le garder sous son emprise. Un autre cas de figure, c'est l'enfant qui est utilisé comme confident. Oui, l'enfant éponge, l'enfant parent. La parentification. C'est ça. Le parent déverse sur lui ses angoisses, ses problèmes de couple, ses frustrations. C'est un fardeau immense, absolument pas adapté à l'âge de l'enfant. Et le plus cruel, parfois, c'est ce qui se passe quand cet enfant essaye enfin de prendre son envol, de s'émanciper. Qu'est-ce qui se passe, effectivement ? Le parent narcissique peut réagir avec une violence extrême. Le rejet peut être brutal, public même. On a vu des cas où une mère déclare en public « Je la hais, ma fille ». C'est d'une violence inouïe. Ça montre bien la blessure narcissique du parent. Il ne supporte pas que l'objet, car l'enfant est traité comme un objet, lui échappe. La perte de contrôle est intolérable pour lui. Bon, tous ces exemples, ça dessine quand même un tableau assez sombre de schémas toxiques qui se répètent, qui exploitent vraiment la dépendance et la loyauté de l'enfant. Tout à fait. Les effets sur la construction de soi, la confiance en soi, la vision du monde, ça doit être énorme. Les effets sont durables, oui.
Et c'est pour ça que la prise de conscience est si importante. Reconnaître ces mécanismes, mettre des mots dessus, même si c'est extrêmement douloureux. C'est vraiment la première étape indispensable pour ceux qui ont vécu ça. Pour pouvoir s'en dégager. Pour s'en dégager, pour commencer à se reconstruire. Et surtout, apprendre à poser des limites, dire non, se protéger. Et peut-être, pour finir, une pensée un peu plus large. Si ces manipulations sont si difficiles à voir, même au cœur de la famille, qu'est-ce que ça dit de notre capacité à tous à repérer les jeux de pouvoir, l'emprise, dans nos autres relations, professionnelles, amicales, amoureuses? C'est une excellente question. Cette première école de la relation influence forcément notre manière de naviguer le monde relationnel ensuite. Ça laisse matière à réflexion.